François. Bonjour Daniel. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 39e épisode de ma revue d'activité parlementaire en mode député. C'est le dernier épisode de l'année 2019 puisque c'est celui de décembre. Et donc, tout à fait. François, qu'est-ce que tu as prévu? Voilà, alors c'est un épisode qui arrive un petit peu plus tôt du coup pour décembre. Je pense que vous avez tous mérité quelques jours de repos, donc ça arrivera à peu près vers le 20 décembre. On a prévu simplement déjà de faire un petit point. L'actualité est très chargée, notamment avec bien sûr le début du mouvement social et la grève qui a commencé le 5 décembre. Et puis il y a aussi un colloque qui est organisé le 18 décembre sur l'accueil digne. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Et puis on va faire un tour un petit peu de l'équipe plutôt que d'avoir plusieurs séquences. Comme d'habitude, on va avoir une séquence où les membres de l'équipe vont revenir un petit peu sur l'année 2019. Il s'est passé beaucoup de choses et ça peut être bien justement en ce dernier mois de 2019 de faire un retour et de souligner un petit peu les moments forts de cette année. Voilà, écoute, on peut commencer bien sûr avec toi Daniel. Quel est ton sentiment sur ces premiers jours un petit peu de grève, de comment les choses évoluent à ton avis, de ton point de vue? Mon sentiment, plus généralement, c'est qu'on est dans une période assez particulière, parce que c'est une période de mouvement social comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, et ça fait du bien de voir autant de gens mobilisés dans la rue, en grève, mais aussi en soutien à la grève, parce que c'est une mobilisation qui va au-delà, je pense, de la question des retraites. Bien sûr, la question des retraites, c'est une question centrale. Rappelons que cette réforme voulue par le gouvernement est une réforme qui va remettre en cause, en vérité, malgré ce qu'ils peuvent dire, notre système de retraite par répartition et qui est basé sur la solidarité. Derrière, il y a la volonté de réduire au maximum ce système de protection sociale pour favoriser la capitalisation, les fonds de pension. Et on l'a vu avec la révélation des liens de M. Delevoye, le commissaire aux retraites, avec le monde des assurances. On l'a vu aussi avec le rappel de la manière dont M. Macron et M. Delevoye d'ailleurs ont été régulièrement en contact avec ce fonds de pension, un des plus gros fonds d'investissement au monde, BlackRock, et qui déjà avec la loi Pacte avait été très satisfait parce que ça permettait en fait de favoriser la capitalisation, de faciliter le fait qu'en fait on mette de l'argent et on leur donne de l'argent pour les retraites, et que cet argent il est utilisé en fait dans la bulle financière par ces gens-là, et en fait ce à quoi ça amène, c'est une baisse du niveau de pension parce que c'est aléatoire, c'est une manière de jouer un peu à la loterie avec le salaire et avec la retraite des gens, et on a vu lors de l'explosion des bulles financières que beaucoup de gens se sont retrouvés sur le carreau, notamment aux États-Unis. Bref, derrière en fait c'est vraiment une expression, un exemple du monde dans lequel ils veulent qu'on vive. C'est un monde de précarité à perpétuité pour la jeunesse, et puis pour les vieux jours qui devraient être ceux où après une vie de dur labeur, on profite de ce travail, parce que les retraites qu'on reçoit, ce sont les cotisations qu'on a mis de côté. C'est une partie de son salaire qu'on a mis de côté pour pouvoir profiter de ce qui devrait être un nouvel âge de la vie, pour être actif aussi de manière différente. Eh bien non, il faudrait travailler le plus longtemps possible et donc réduire y compris sa propre espérance de vie, et se retrouver à espérer que sa génération soit la plus petite possible pour pouvoir bénéficier d'un point valorisé, ou alors jouer à la bourse avec sa retraite. Bref, c'est une vision du monde qui est complètement qui est à l'encontre de ce qu'il faudrait, de ce que nous on défend, c'est-à-dire un partage du temps de travail pour que tout le monde puisse travailler tous, que tout le monde puisse cotiser, ce qui serait un moyen d'ailleurs de financer amplement les retraites, un partage de la richesse avec une augmentation du salaire, puisque ça augmenterait là aussi mécaniquement en fait la part dévolue aux retraites, et pour qu'on puisse partager et qu'on puisse bénéficier des progrès de la médecine, des progrès de l'accompagnement de la dépendance, qu'on puisse faire face ensemble aux enjeux de la transition écologique, parce que y compris on peut être actif et participer encore à la retraite
à souvent d'ailleurs la part de la population presque la plus active, la plus engagée dans les associations, dans le il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et puis voilà, plus généralement, je crois que je parle de la transition écologique parce que c'est aussi un grand thème sur lequel on travaille à l'Assemblée, parce que je crois que c'est un enjeu de civilisation, donc pour la jeunesse bien sûr, parce que ça va demander à former énormément de personnes, à développer une nouvelle industrie, à développer toute une série d'activités, donc pour la jeunesse, pour la formation, pour l'emploi et l'activité, mais aussi pour tous les âges de la vie. Et donc chacun et chacune doit avoir une place active dans ce grand défi, et on aura besoin de tous et de toutes. Donc voilà, c'est vraiment deux visions du monde différentes, deux perspectives pour notre société différente qui s'affrontent. Et voilà, et tout ça, c'est aujourd'hui, ça se noue autour de la question des retraites, et donc c'est un moment très important pour notre société. Moi, je pense aussi en ce moment dans la période, alors ça va être déterminé dans quelques jours maintenant, et alors, donc au moment où on verra cette vidéo, ce sera décidé, mais en ce moment a lieu une campagne électorale en Grande-Bretagne avec le Labour Party de Jeremy Corbyn, parce que ce ne serait pas Jeremy Corbyn, je pense qu'on apprécierait différemment, mais néanmoins, Jeremy Corbyn qui est un militant politique, un élu, et le secrétaire général du Labour Party, qui a fait une bonne partie de la campagne, donc pour être majoritaire au Parlement britannique et être désigné Premier ministre. Sa campagne, c'est sur le NHS, qui est la protection sociale, qui est la question de l'hôpital public. C'est un enjeu fort, et je trouve que pour moi, c'est révélateur, de la même manière que la campagne du candidat Bernie Sanders aux États-Unis. C'est sur la couverture. Ça porte sur Medicare for All. Et voilà, là aussi, c'est une question fondamentale aussi de vision du monde. L'idée que le droit à la santé est un droit humain et qui doit être pour tout le monde. Et donc, ce sont des axes vraiment très très forts, et ça fait penser bien sûr au combat depuis des mois du monde des soignants, de l'hôpital public. Là aussi, derrière la défense des patients, la défense d'un engagement, parce que soigner les gens, c'est aussi un engagement, c'est une vision du monde. Donc on voit comment autour de ces batailles-là, qui sont des batailles sociales, mais qui sont des batailles politiques, on l'a vu, ce sont le cœur de plusieurs campagnes avec des mouvements, puisque là aussi on a cette dimension avec Jeremy Corbyn comme avec Bernie Sanders, qui ont pour slogan « For the many, not the few », pour la majorité et pas pour la minorité, pour le petit nombre, pas pour les 1%, pour les 99%. Et Bernie Sanders, son slogan, c'est « Not me, us ». Pas moi, nous. Et donc cette idée que ce sont des mouvements qui portent des aspirations sociales et progressistes, qui font beaucoup écho à ce qu'on défend, avec la question de la transition écologique qui est très forte aussi là-dedans. Donc voilà, je déborde un peu, mais je pense que ça donne, moi en tout cas, ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est ce qui m'a aussi beaucoup inspiré, ce qui se passe à travers le monde, les révolutions citoyennes qu'il y a au Chili, qu'il y a du Chili à l'Irak. Au Chili, il y a ce mouvement fantastiquement inspirant des femmes et des manifestations de femmes qui mettent en accusation les hommes qui violent, et notamment la répression policière qui utilise les violences faites aux femmes pour empêcher la contestation. Et voilà, vous avez vu, je pense, ces images très fortes de milliers de femmes dans la rue qui chantent ce slogan et qui mettent en forme ce slogan, et donc qui a été inspiré partout. Et donc ça va de ça à des révolutions citoyennes qu'il y a jusqu'en Irak, un pays qui est décimé depuis des années et qui pourtant porte des aspirations là aussi de souveraineté, de progrès social, de partage des richesses, de lutte contre l'injustice. Voilà, tout ça est très inspirant, et je crois que la France et le peuple français et les salariés aujourd'hui ici, les gilets jaunes, les citoyens et citoyennes qui se battent contre le racisme, contre les discriminations, parce que toutes ces luttes-là sont en mouvement aujourd'hui contre les violences policières, participent de ce moment important, et au fait de faire face
à la transition écologique de manière juste. Les débats à la COP 21 nous rappellent de cette urgence-là. Et c'est une des choses que nous portons à la France Insoumise, puisque nous travaillons avec Mathilde Panot, qui est donc la vice-présidente du groupe de la France Insoumise et qui est membre de la commission développement durable à l'Assemblée nationale. Et moi-même, nous portons une proposition de résolution que nous allons débattre le 5 mars 2020 à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la niche parlementaire de la France Insoumise, sur la transition écologique, sur la nécessité d'en faire un axe structurant de toutes les politiques à venir. Donc c'est une forme de Green New Deal français, comme ce qui a pu être porté aux États-Unis, notamment par Alexandria Ocasio-Cortez, et qui est maintenant, là aussi, un enjeu du débat politique électoral pour 2020, avec Bernie Sanders qui le porte comme une politique structurante. Donc voilà, tout ça, on part des luttes, on part des retraites, on finit au Green New Deal pour dire, voilà, un peu le bilan que je fais de la période, qui est donc pour moi très inspirante. Et donc, on va être aux côtés des manifestants et manifestantes et des salariés dans la rue aujourd'hui, on le sera demain, et il faut continuer à l'être jusque pour que la grève tienne, parce que c'est que comme ça qu'on fera retirer au gouvernement cette mauvaise réforme. Et donc c'est peut-être sur plusieurs jours encore, et c'est vrai que c'est pas simple, parce que la grève, d'abord pour celles et ceux qui la font, c'est un coût, c'est un risque, c'est très difficile. Et puis voilà, c'est vrai que ça désorganise les transports, et puis ça montre aussi que en fait, quand celles et ceux qui créent l'activité arrêtent de travailler, en fait le pays est paralysé. Donc ça montre à la fois aussi la force des salariés. Mais c'est vrai que c'est pas un moment simple, surtout en fin d'année. Mais je crois que le soutien montré par une majorité de la population à ce mouvement traduit le fait que tout le monde a conscience de ce qui est en jeu. C'est vraiment quelque chose qui va impacter la vie de tout le monde, parce que cette réforme, elle va s'attaquer à tout le monde. Et donc, voilà, la nécessité de cette solidarité, c'est aussi porter en germe d'autres victoires. Si on arrive à le faire retirer ce projet, qui est un projet phare pour M. Macron, voilà, ça donnera de la force à tout le monde, en fait, je crois. Et c'est sur ce message-là que j'ai envie de... voilà, on va voir dans les prochains jours et où est-ce qu'on en sera dans 10 jours, mais c'est ça en tout cas que je sens de très fort en ce moment, et qui pour moi, si on devait terminer l'année sur une note, c'est sur cette note-là en fait, d'inspiration, de force et de détermination. Voilà. Waouh. Voilà, on a tout embrassé. Je crois que j'ai à peu près. Bon, ça laisse assez impatient pour 2020. Ah oui, et puis pour aujourd'hui, pour demain, et voilà. Donc faut prendre des forces et pouvoir se reposer quand on peut, quand on a la possibilité de prendre un peu de repos et de vacances. C'est pas le cas pour tout le monde, et il y en a qui vont, y compris dans cette période de fin d'année, aussi subir encore de manière plus vive l'isolement, la précarité, le fait d'être à la rue. On sait que c'est dans ces périodes-là aussi qu'il y a... C'est plus dur d'être... C'est plus dur voilà, quand on est fragilisé et vulnérable. Donc je crois que cet état d'esprit, elle doit porter et aider aussi voilà, individuellement et collectivement tous et toutes à faire face et à aborder l'année 2020, je pense, avec de la force, de l'espoir et de l'envie de continuer à lutter, voilà, sur toutes les questions et sur tous les fronts, individuellement, personnellement et collectivement. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Bravo, oui, merci pour les vœux donc, de 2020. Voilà, en fait, voilà, ce sont mes vœux. Alors bon, 2020, ça arrive très vite, quand même, on est encore en 2019 et il reste quand même un rendez-vous important, en tout cas, qui a été vraiment bien porté par le cabinet de Daniel Obono. C'est celui du colloque du 18 décembre. C'est un colloque qui porte sur l'accueil digne. On en parle depuis plusieurs épisodes, mais c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est un travail fondamental parce que c'est un sujet qui était central dans les nouvelles, mais qui est aussi central en termes simplement de respect des droits humains en France. C'est de la vie des gens, parce de la vie que c'est des leur gens vie qui est en danger à ces personnes. Est-ce que tu pourrais, Daniel, nous expliquer un peu ce que c'est que ce colloque du 18 décembre, d'où ça vient et pourquoi oui. C'est une journée qu'on a conçue comme un moment dans l'ensemble des initiatives qu'on
porte. Quand je dis on, en fait, je parle de toute l'équipe de mon cabinet, mais aussi toute l'équipe de la commission des lois de l'Assemblée, enfin l'équipe France Insoumise de la commission des lois à l'Assemblée nationale, donc avec Hugo Bernalicis et son équipe, notre collaboratrice de groupe sur la commission des lois, et puis l'ensemble des membres du groupe, puisque c'est une initiative portée par le groupe parlementaire. Et donc depuis septembre, quand Emmanuel Macron a décidé d'instrumentaliser cette question pour offrir un tapis rouge à l'extrême droite et stigmatiser les personnes migrantes, on a été tout de suite à l'offensive pour contrer les idées reçues et les amalgames qui étaient faits donc lors du débat à l'Assemblée nationale. On a également ce qu'on fait en fait depuis 2 ans et demi, c'est à la fois s'opposer et dénoncer leur politique dont on voit chaque jour dans le 18e et dans les 18e et 19e arrondissements les conséquences. Donc à la fois dénoncer et puis montrer qu'il y a une politique alternative qui est possible. Donc on a eu l'occasion d'organiser en octobre une projection débat à l'Assemblée nationale du film d'Olivier Cousin qui s'appelle Le mur de papier, où on voit la réalité. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire passer sa vie à faire face à des obstacles administratifs qui empêchent d'être régularisé. Et donc on voit y compris le travail des bénévoles, des associations qui accompagnent les personnes migrantes. Donc ça, c'était aussi un moment important pour expliquer au plus grand nombre, au-delà de ce qui est dit dans les médias, et surtout percer le mur de son, simplement voir les gens au final, voir ce qui se passe en vrai. Essayer de toucher du doigt un peu cette réalité-là, en tout cas la montrer. Nous avons participé aussi et organisé à plusieurs députés des missions d'observation aux frontières au mois de novembre pour assumer notre devoir aussi, nos responsabilités en tant que parlementaires, puisque nous avons pour responsabilité de vérifier, de contrôler l'action du gouvernement et garantir le respect des droits. Et il se trouve que aux frontières françaises, aux frontières intérieures et extérieures d'ailleurs, mais bon là il se trouve que c'était sur les frontières intérieures, c'est-à-dire frontières italiennes, franco-italiennes notamment, la frontière dans le nord de la France avec la Grande-Bretagne, et puis notamment dans l'ouest du pays, autour de l'Espagne, entre la France et l'Espagne. Les droits des personnes sont régulièrement bafoués. Ce sont des institutions comme la Contrôleur générale des lieux de privation des libertés qui l'ont dénoncé dans plusieurs rapports, des associations qui témoignent, des personnes migrantes elles-mêmes qui témoignent de la manière inadmissible dont elles sont avec laquelle elles sont traitées. Et donc je me suis rendue, ainsi que d'autres collègues, à différents points de contrôle des frontières pour pouvoir visiter et m'assurer des conditions dans lesquelles les personnes étaient accueillies. Il se trouve que moi je m'étais rendue à Menton et j'ai été empêchée de visiter les lieux, donc en violation des droits des parlementaires de visiter les lieux de privation de liberté. Bon, ça je vous renvoie justement au reportage qu'on a fait sur la question à Menton, et puis ce qu'on a écrit là-dessus. On est en train avec d'autres parlementaires qui ont été aussi refusés de visite des lieux où sont retenues les personnes à cette police aux frontières, de mener des actions donc de signalement auprès de la Contrôleur générale des lieux de privation de liberté, etc., pour pouvoir visiter. Donc on continue à travailler là-dessus, tout ça pour dire que voilà. Et puis cette journée du 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants, donc une journée décidée par l'ONU qui est l'occasion donc de se réunir avec des spécialistes, des chercheurs, des personnes migrantes pour débattre de la réalité du coup de la situation des migrants en France, en Europe et dans le monde. Donc là aussi, à nouveau, combattre les idées reçues, remettre
les faits, les chiffres, de quoi on parle. On voulait aussi insister sur la question de l'accès aux droits, justement parce que ces droits sont niés. Et puis, la deuxième partie de cette journée s'organise autour d'ateliers sur des thématiques, le travail, l'éducation, l'alimentation et le logement. Et on a voulu ces thématiques les construire donc avec les personnes concernées qui sont organisées dans des collectifs et avec les associations qui les accompagnent pour essayer de mutualiser les expériences d'auto-organisation. Donc ça c'est vraiment important, comment on construit des solidarités concrètes d'aide, de soutien avec les personnes migrantes et que ces processus favorisent leur auto-organisation et donc le fait qu'elles-mêmes soient en capacité de faire valoir leurs droits et de pouvoir les exercer. Donc voilà un peu l'idée de ce moment-là et on a construit ça avec les membres de la commission des lois de la France Insoumise, avec les membres de l'équipe thématique de la France Insoumise qui travaillent sur ces questions. Et donc voilà, on continuera bien sûr et on va continuer à mener ce travail. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interventions qui ont été faites dans le cadre de ces initiatives pour un accueil digne sur le site de la France Insoumise, puisqu'on a rassemblé justement plusieurs, il n'y a pas tout parce que c'est pas exhaustif, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. On mettra le lien du coup sur le site de la France Insoumise, vous pouvez retrouver un peu toutes les informations. Vous trouvez toutes ces informations et donc ce sera ce moment du 18 décembre et là, en fin de journée il y a bien sûr la manifestation tous les ans qu'il y a sur la solidarité avec les personnes migrantes où nous nous rendrons donc du débat, de l'auto-organisation et de la mobilisation pour terminer cette année et qui ne met pas un terme à tout ce qu'on va faire, puisqu'on va continuer à le faire, mais voilà, qui est un moment où on aura l'occasion de échanger, mutualiser et puis préparer la suite. Il y a de toute façon encore beaucoup de travail à faire sur l'accueil en France, et donc c'est une étape en tout cas de ce processus-là. Merci beaucoup Danielle. On va donc enchaîner avec une séquence de l'équipe. L'idée c'était effectivement d'avoir un petit peu un retour. Il y a le roulement médiatique est tellement important, les informations se suivent et peut-être en chasse une autre, peut-être tout au long de l'année. Et donc le mois de décembre, c'est peut-être l'occasion de faire simplement, de poser la question à l'équipe de Danielle, qui était auprès de l'actualité politique tout au long de l'année, de dire ce qu'elle a pensé, de dire ce qu'elle a retenu. En tout cas, pour chacune des personnes, je leur ai demandé de dire quel était le moment, l'événement en particulier politique qu'elles avaient retenu, et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces thèmes-là pour l'année prochaine, bien sûr. Il y a toujours des combats à mettre en place. Voilà, je vous laisse regarder cette séquence. Bonjour, je m'appelle Brune, je suis la dernière personne de l'équipe de Danielle Obono à ne pas m'être encore présentée, donc je vais le faire. Je suis la chef de cabinet de Danielle depuis son élection. C'est-à-dire que j'assure la coordination de l'équipe, mais aussi le lien avec le reste du groupe parlementaire. Je m'occupe avec elle de la mise en place de certains gros projets et je suis la responsable du lien avec les médias. Pour l'année 2019, c'était une année très riche. Et en me demandant quel était l'événement un peu marquant, j'ai pensé quand même à l'incroyable place des femmes dans les luttes qui ont eu lieu cette année. En partant peut-être par Alaa Salah, la femme soudanaise que vous avez sans doute vu chanter Révolution pendant les révoltes au Soudan et rappeler le rôle des combattantes pour la démocratie et la liberté, qui est devenue une véritable icône, en passant par Greta Thunberg, la jeune fille qui a commencé les manifestations pour le climat, et d'autres jeunes, notamment des filles, qui se sont battues, les manifestantes, enfin les grévistes d'Ibis Batignolles, qui se battaient pour de meilleures conditions de travail et qui sont en grève depuis maintenant 5 mois, avec leur courage et leur incroyable ténacité. Les femmes évidemment qui ont dénoncé les violences sexuelles et sexistes, les incroyables manifestations qu'il y a eu dans la plupart des pays du monde, et les femmes chiliennes qui ont lancé ce qui est devenu l'hymne
un peu contre les violences sexuelles et sexistes, un violeur sur ton chemin, repris incroyablement avec cette belle chorégraphie, reprise dans beaucoup de pays, pour faire la suite au mouvement MeToo, puisque malgré le mouvement, le nombre de violences ne diminue pas, mais aussi les femmes victimes d'islamophobie, comme les mamans qu'on a empêchées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire, ou même les femmes qui ont été agressées parce qu'elles portaient un voile et qui ont réagi en participant massivement, notamment à cette manifestation contre l'islamophobie à laquelle on est évidemment, en terminant par la longue lutte des femmes pour l'égalité sur la procréation médicalement assistée, dont une des étapes a été la loi sur la PMA qui a été votée là récemment, qui est juste un mouvement de cette bataille, puisque ce n'est pas encore l'égalité et que les personnes trans en sont encore exclues. Voilà, c'est simplement comme ça une impression de cette présence des femmes dans ces luttes. Bonjour. Alors moi, ce qui m'a marqué cette année, puisque je crois que c'est l'exercice, c'est l'inscription des violences policières comme sujet politique majeur en France. Et c'est triste en soi, mais c'est une bonne chose parce que ça fait avancer un débat qui a été porté pendant de longues années par beaucoup de collectifs, Justice et Vérité, par les familles des personnes victimes, etc. Et ça devient un enjeu majeur aujourd'hui politique, puisqu'on voit même le gouvernement et les députés de la majorité qui sont obligés de nier le concept de violence policière face à la pression populaire et politique sur cette question-là. Donc il faut rappeler que c'est un phénomène long. Pourquoi ? Parce que dans les dernières 43 ans, il y a eu 676 personnes qui sont mortes dans le cadre des interventions de police. Parmi elles, donc, la moitié avait moins de 26 ans, il y avait 11 enfants et il y avait 66 adolescents. Donc c'est quand même un problème qui nous force à nous questionner. On ne peut pas laisser ces personnes mortes sans réponse, enfin les familles surtout. On est obligé de savoir dans quelles conditions ces personnes sont mortes et on est obligé d'être sûr que l'usage de la violence par la police est un usage proportionné et nécessaire. Parce que c'est les conditions sine qua non de la légitimité du monopole de la violence par l'État. Sans quoi, aucune de ces violences ne peut être légitime. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'a marquée. J'ai trouvé que c'était en réalité, dans le fond, quelque chose de positif, même si il faut regretter, il faut encore dénoncer le fait qu'il y ait plus de 2000 blessés dans le cadre des manifestations, qu'il y ait 20 mutilés, qu'il y ait plusieurs personnes qui aient perdu l'usage d'un œil, et qu'il y ait eu une morte dans le cadre des manifestations, qui est Zineb Redouane, qui est morte alors qu'elle fermait sa fenêtre. Pour l'instant, l'enquête piétine, mais les gens restent mobilisés, ça aussi c'est important. Voilà. Et pour finir, donc moi je voudrais juste citer 2-3 œuvres. Il y a Dire à la mine, qui est un film sur Lamine Diagne, qui est décédée le 17 juin 2007 à Paris. Et c'est un film qui raconte un peu son parcours. Il y a Ce que fait la police, qui est un ouvrage de Fabien Jobard et Jacques de Maillard, qui analyse les questions de la police et de son rôle politique dans la société française. Il y a Le combat à Damas de Geoffroy de la Gagnerie et Assa Traoré. Et il y a le magnifique livre de Léonora Miano qui s'appelle Marianne et le garçon noir, et qui vient à la suite d'une tribune dans Libération. Et cette tribune dans Libération, elle finit un peu sur ces mots de Louis Calafert qui disent « Le monde est nous tous ou rien. L'abri de votre égoïsme est sans effet dans l'éternité. Si l'autre n'existe pas, vous n'existez pas. » Voilà, et je pense que c'est des mots hyper forts. Je vous souhaite une très bonne année 2020 à tous dans la lutte et dans le combat pour l'égalité pour toutes et tous. Bonjour, aujourd'hui on est dans les Jardins des Halles avec le 19e qui est juste derrière nous et je suis avec Raphaël qui va me remplacer en circonscription à partir du mois de janvier. Aujourd'hui pour la fin de l'année, on voulait revenir sur un événement qui n'a pas forcément fait les gros titres mais dans lequel Daniel s'est beaucoup impliqué pendant toute l'année 2019. C'est la question de l'emploi associatif. Donc Daniel a été beaucoup sollicité depuis son élection sur les problèmes de baisse de financement des associations, le problème des suppressions des contrats aidés qui impactent fortement les actions associatives, notamment en circonscription. Et elle a voulu tenter d'apporter une réponse collective avec les associations, avec les habitants à cette question.
Voilà, donc ça a débouché sur une proposition de loi justement qui a été élaborée avec les acteurs et les actrices du secteur associatif, et ça dans le cadre de réunions publiques participatives qui ont été faites dans la circonscription avec les citoyens, les collectifs d'habitants, et ça a débouché sur un très beau texte de loi qui a pour deux grands principes une administration visible de tous et décentralisée, et la stabilisation des financements aussi. Voilà, donc on vous mettra toutes les informations pour que vous puissiez retrouver cette proposition de loi. Elle va être proposée à l'Assemblée nationale, à voir si l'administration et la présidence de l'Assemblée nationale acceptent de la faire examiner dans l'hémicycle. Mais si c'est le cas, et on l'espère, on pourra vous en donner des nouvelles, et on espère qu'elle sera adoptée par l'Assemblée nationale. En attendant, on vous souhaite une très bonne année 2020 et on se retrouve très bientôt. Bien, alors c'est mon tour. Ce serait injuste si je ne disais pas moi aussi mon événement marquant de l'année 2019. Moi, ce que j'ai beaucoup suivi, c'est ce qui se passait à Hong Kong. Alors, je sais que l'année 2019 a vraiment été marquée par beaucoup d'événements dans beaucoup de pays, beaucoup de révolutions citoyennes, et vraiment tout ça, c'est passionnant. Moi, mon histoire, j'ai beaucoup étudié la Chine, je suis assez proche de ce pays-là, et je trouve qu'il y a un bras de fer actuellement qui est en place entre justement une vision beaucoup plus dictatoriale de la politique et une vision orientée vers la démocratie. Et c'est, pour moi, c'est vraiment ce qui se joue actuellement à Hong Kong. La démocratie, en fait, ça fait plus autant rêver qu'avant. On a des modèles qui tombent un petit peu en désuétude. On voit l'élection de Trump aux États-Unis, le vote pour le Brexit en Angleterre. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir le vote, à quoi ça sert? Est-ce que la démocratie, c'est vraiment aussi efficace qu'on le pense? On voit la Chine qui produit énormément de richesses sans être une démocratie. Et aujourd'hui, c'est vraiment David contre Goliath à Hong Kong, et c'est quelque chose qui pour moi va vraiment définir notre conception de la démocratie à l'avenir, ce qui se passe actuellement, le rapport de force qui se construit à Hong Kong. Donc je vous invite tous à suivre vraiment très attentivement ce qui se passe à Hong Kong, car ça va déterminer énormément de notre avenir, même à nous, même partout dans le monde, de ce que c'est la démocratie et de comment on a envie de la vivre. Voilà. Voilà, j'espère que cette séquence vous aura permis de vous remettre en mémoire un petit peu quelques moments forts de l'année 2019 et vous aura donné de la motivation pour l'année 2020. N'hésitez pas à revisiter notre site internet, enfin mon site internet, qui est fait par toute l'équipe, où on revient régulièrement sur toutes ces questions, et donc notamment sur le site, et puis bien sûr sur les réseaux si vous voulez avoir plus d'éléments de réflexion et aller plus loin sur ces sujets-là aussi. Oui, tout à fait. Beaucoup de choses à voir, effectivement, à la fois Facebook, le site internet, et puis voilà, la chaîne YouTube qui se développe. Merci de nous regarder, merci pour vos commentaires et de partager cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce travail en 2019 et de continuer en 2020. Oui, c'était un plaisir d'inaugurer cette nouvelle formule en tous les cas. Et de pouvoir mettre en avant et valoriser aussi tout le travail collectif qui est fait en fait, et qui fait l'activité parlementaire. Donc on va continuer comme ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous allez continuer à nous suivre. Donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour signifier votre soutien, à diffuser largement l'épisode sur les réseaux, et puis on prépare après la petite pause de fin d'année. Ça va passer vite. Voilà. Ça va passer très vite. Qui va passer très vite, mais dont on va quand même profiter, parce qu'il faut, aussi des moments dans justement ce monde agité qui n'en finit pas, d'aller dans tous les sens, pouvoir aussi se reposer, se recentrer et faire le plein d'énergie pour la suite, parce que ça commence sur les chapeaux de roue, je pense, en 2020. Donc on va se retrouver en 2020 pour un nouvel épisode. Merci à toi, François. Merci, Daniel. D'ici là, bonne année à tous. Meilleurs vœux, bonne fête, et on se retrouve en 2020. À bientôt. À bientôt.